Il a trahi tous les régimes qu'il a servis. L'Ancien Régime et le roi Louis XVI, dont il assista au sacre, un sacre auquel participait son père comme porteur de la Sainte Ampoule. Il a alors 21 ans et il est député du clergé. La Révolution française, qu'il a soutenue sans état d'âme, alors qu'il était évêque d'Autun. Napoléon, qu'il a installé au pouvoir et dont il fut le ministre des Relations extérieures, avant de se rallier à la monarchie et à favoriser le retour de Louis XVIII, qu'il représenta au Congrès de Vienne. République, empereur, roi, il a tout vendu, peut-on lire à son sujet dans un poème de Lamartine intitulé Némésis, la vengeance. Méfiez-vous de cet homme, je le pratique depuis 16 années. J'ai même eu de la faveur pour lui. Mais c'est sûrement le plus grand ennemi de notre maison, à présent que la fortune l'abandonne depuis peu, écrivit Napoléon à son frère Joseph en février 1814. Cet homme cynique et corrompu, mais supérieurement intelligent, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, surnommé le diable boiteux en raison de son immoralité et de son pied beau qui lui donnait une démarche claudicante. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce 20 janvier 1827, à Paris, appuyé sur une canne, dans le fracas des grandes orgues, il sortait en cortège de la basilique Saint-Denis où il venait d'assister à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI, présidée par le duc d'Angoulême. Des petits groupes de curieux s'étaient agglutinés pour voir sortir ce fastueux cortège. Parmi ceux-ci, un fort bel homme, d'allure athlétique, le port altier, le visage énergique, tout vêtu de noir, arborant à la boutonnière la croix de la Légion d'honneur, s'approcha de Talleyrand et, sans prononcer une seule parole, lui lança en pleine figure un soufflet si formidable que le vieux prince, âgé de 73 ans, s'abattit lourdement sur le sol devant l'assistance médusée. Ce fut alors une bousculade indescriptible, des hurlements, des ordres vociférés de toutes parts, la confusion la plus totale. Après quelques instants de flottement, les gardes se précipitèrent sur l'assaillant et l'arrêtèrent, tandis que l'on efforçait de remettre debout Talleyrand et qu'un médecin de ses proches le tâtait des pieds à la tête pour vérifier s'il n'avait rien de cassé. Reprenant ses esprits, avec la finesse et la distinction qui le caractérisaient, le prince reconnut qu'il avait reçu un fameux coup de poing, façon habile de ne pas employer le mot déshonorant de souffler. Son agresseur s'était laissé emmener sans résistance, mais on l'entendit lancer d'une voix claire: « J'ai bien du regret de ne pas avoir eu le temps de lui cracher à la figure. » Quelques minutes plus tard, il était interrogé par un commissaire de police, et très calmement il se présenta. « Jacques-Marie Armand du Guéry, comte de Maubreuil, marquis d'Orvaux, appartenant à l'une des familles les plus honorables de la Bretagne et du Poitou, fervent patriote et loyal sujet de Sa Majesté, le roi Charles X. » Puis il sortit une déclaration, écrite à l'avance, et qui démontrait donc que son acte était purement prémédité. Il y déclarait qu'il voulait, par ce geste, venger son honneur et celui de sa famille, que cet infâme défroqué avait voulu le compromettre, et qu'il voulait faire connaître à tous l'homme qu'il avait
qui avait naguère ordonné l'assassinat de Napoléon. Le commissaire n'en croyait pas ses oreilles. Talleyrand, qui avait été fait prince de Bénévent par Napoléon et fut son ministre des Affaires étrangères, aurait voulu l'assassiner. Pouvait-on accorder confiance à une si invraisemblable accusation? Ce Maubreuil n'était pourtant pas un fantaisiste. Il était bien, comme il le disait, d'une bonne noblesse bretonne, né et baptisé en 1783 dans la chapelle du château familial de Maubreuil, dépendant du territoire de Carquefou, une petite bourgade à une dizaine de kilomètres de Nantes. Sa mère était morte en lui donnant le jour, son père avait émigré avec lui au début de la Révolution. Mais la Vendée était alors bastion de la chouannerie, et s'était armée pour la cause de ses anciens rois. Et le jeune Maubreuil, âgé de 12 ans à peine, se lança dans la bataille aux côtés de son oncle, Guéry de la Fortinière, valeureux aide-de-camp de Charette, le héros de l'insurrection. 3 ans plus tard, il rejoint l'armée du général Châtillon et se fait remarquer par sa bravoure sur les champs de bataille vendéens, déjà arrosé par le sang de 22 membres de sa famille. Mais le découragement finit par grandir dans le rang des Vendéens face au vide que la mort y avait déjà fait. En effet, ils attendaient vainement un prince de la famille des Bourbons qui devait se mettre à leur tête. Or, soit par faiblesse, soit par indifférence, personne ne parut. Et le général Châtillon, dépité, se vit réduit à licencier les derniers défenseurs de cette cause perdue, dont le jeune Maubreuil. « Messieurs, leur dit-il, des sanglots dans la voix, les Bourbons m'ont encore manqué de parole. Je n'ai repris les armes que parce qu'ils avaient juré de venir, au moins un d'entre eux. Voilà 1 an que nous nous battons de nouveau pour eux. Ils nous ont sacrifiés. Faisons donc la paix avec le premier consul. » Maubreuil partage l'amertume à la limite de l'écœurement du général. Il se sent même personnellement humilié. Les partisans rentrèrent dans leur foyer. Ainsi s'acheva en 1795 la 2e guerre de Vendée. Le vague à l'âme, Maubreuil revint auprès de sa grand-mère, Madame de Ménardeau, et de son grand-oncle, le marquis d'Orvaux. Il y passa 2 ans et fut ensuite envoyé dans la pension Lemoine pour achever ses études. C'était alors un beau garçon, mince, musclé, une belle tête couverte d'une abondante chevelure bouclant naturellement, de grands yeux sombres au regard sûr de lui, une bouche sensuelle. Dans les salons de Nantes qu'il commence à fréquenter pour se changer les idées, ce jeune ancien combattant, alors âgé d'à peine 18 ans, fait fureur, et il multiplie les succès auprès de la gent féminine, d'autant plus qu'en dépit de la tourmente révolutionnaire, chose assez rare à l'époque dans les familles nobles, la fortune des Maubreuil demeurait intacte. Sa grand-mère n'ayant pas émigré, leurs biens n'avaient pas été saisis. C'est alors qu'il fit la connaissance de Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon, qui est premier consul depuis le coup d'État du 18 Brumaire en 9 novembre 1799. Les 2 jeunes gens devinrent amis et rivalisèrent de folie. Jérôme était dépensier et frivole, et Maubreuil entendait bien profiter à présent de la vie et de sa jeunesse. Mais en août 1802, Jérôme s'embarqua pour la Martinique
avec son beau-frère le général Leclerc sur le brick L'Épervier, laissant son ami désemparé. Jérôme se rendra ensuite aux États-Unis, à Baltimore, où, bien que mineur et sans le consentement de sa famille, il épousa Elizabeth Patterson, fille d'un riche commerçant de Baltimore. En France, en mai 1804, le consulat avait fait place à l'Empire, et il entrait dans les desseins de Napoléon de lier de plus en plus étroitement le passé et l'avenir, la noblesse ancienne et la noblesse nouvelle qu'il mettait en place. Maubreuil, par ses titres de famille, semblait s'inscrire parfaitement dans le cadre de cet ambitieux projet. En attendant un signe du destin, le fougueux jeune homme s'ennuyait ferme à Nantes et ne songeait qu'à faire la noce. En 1805, Jérôme rentre en France. Les retrouvailles avec son frère, l'empereur, sont orageuses. Aussitôt, Napoléon fait casser le mariage de Jérôme, par décret impérial, pour cause de minorité. Mais en 1807, il lui fait épouser Catherine de Rothenberg, fille de Frédéric Ier de Rothenberg, et il est fait roi de Westphalie, un État tout spécialement créé pour lui en Allemagne. Le roi Jérôme et la reine Catherine font leur entrée triomphale à Cassel, la capitale de leur nouveau royaume, en décembre 1807. Jérôme ne se fait guère d'illusions. S'il était roi, ce n'était pas que par le bon vouloir de son frère qui exercerait le véritable pouvoir. Dans son entourage, on l'entendait souvent soupirer. « Je ne sais si je suis roi, prince ou sujet. » Jérôme n'a que 25 ans et toute la fougue de la jeunesse. Faute d'exercer réellement le pouvoir, il s'efforça de tirer de cette royauté fantoche toutes les satisfactions possibles. Très vite, les fêtes somptueuses, les réceptions éblouissantes, des bals superbes, des chasses à courre se multiplièrent dans son royaume d'opérette, qui ressemblait beaucoup à celui de la grande duchesse de Gerolstein, chère à Jacques Offenbach. Dans son château, à Cassel, Jérôme s'entoura d'hommes de sa génération, qui étaient accompagnés de leurs épouses, généralement de fort jeunes et jolies femmes, et bientôt le renom de sa cour fastueuse parvint jusqu'à Nantes. Alors, Maubreuil écrivit à Jérôme et se rappela à son bon souvenir. Ce qu'il espérait se produisit aussitôt. Jérôme l'invita sur le champ et dès son arrivée le nomma écuyer de la reine et capitaine des chasses. Un Maubreuil est ravi et n'a aucun mal à se mettre au diapason de tous ces écervelés qui ne pensent qu'à s'amuser à la cour de Cassel. Il est accueilli comme l'un des leurs. Sa réputation d'aventurier l'a précédé. Il est beau, riche, élégant, hâbleur, et sa prestance, ses beaux yeux, ses boucles brunes, lui permirent, en un temps record, de briser plusieurs cœurs. Il a aussi la réputation d'être un grand duelliste et un gros shooter. À la cour, il multiplie les conquêtes féminines, mais sans discernement, semble-t-il, puisqu'il ne sut pas limiter ses choix. C'était un boulimique dans tous les domaines. C'est ainsi, au nombre de ses maîtresses, il eut l'imprudence d'ajouter une ravissante brunette, Blanche Carrera, au cœur volage, qui n'était autre que l'une des maîtresses du roi. Maubreuil savait qu'elle était la maîtresse de Jérôme et qu'elle était mariée, mais il ignorait l'existence de tous ses autres amants. Et un jour, il la surprit au lit, aux côtés de l'un d'eux, un jeune commis du ministère de la guerre nommé Lasserre.
Toujours aussi impulsif et impétueux, il roua de coups l'infâme. Affolée, Blanche prit la fuite en hurlant, à demi nue, à travers le château de Cassel, poursuivie par Maubreuil. Ce fut un scandale sans précédent. Or, Jérôme détestait le scandale. Et par ailleurs, il apprit ce jour-là sa double infortune. Maubreuil, en un instant, se trouva disgracié. Mais comment se débarrasser de lui? Napoléon, venant de nommer son frère Joseph roi d'Espagne, et la guerre éclatant dans la péninsule, Maubreuil reçut bien à propos le brevet de lieutenant dans le régiment des chevaux légers westphaliens. Il partit donc pour l'Espagne, fou de rage, car il ressentit cette promotion comme une sanction. On raconte même que circula, après son départ, un libelle anonyme intitulé Épître à Blanche, dans lequel on ridiculisait le roi, sa maîtresse et la cour. Tout le monde pensa évidemment qu'il était l'œuvre de Maubreuil. Toutefois, comme il aimait les batailles et était intrépide au combat, Maubreuil se fit aussitôt remarquer, et sous le commandement du baron de Hammerstein, il se distingua particulièrement au passage du Tage, à Avila, puis à Goralva et à Alcantara, ce qui lui vaudra d'être décoré de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique instituée 8 ans plus tôt par Napoléon. À la fin de la campagne, il rentra en France. Il ne lui était plus possible de revenir à Cassel, où l'on peut imaginer qu'il n'aurait pas été le bienvenu, même avec la croix de la Légion d'honneur. Retourner à Nantes et regagner son château où il s'ennuyait tant n'était pas envisageable pour lui. Il songea alors, en se targuant de son comportement en Espagne et de sa Légion d'honneur, à entrer dans l'armée française. Mais comme on s'aperçut, à l'issue d'une rapide enquête menée sur lui, qu'il avait été chouan, sa requête fut refusée. De nouveau, il se sentit humilié et en voulut à Napoléon. Mais il n'était pas homme à baisser les bras. Il s'installa à Paris, et puisqu'on ne voulait pas de lui dans les armées, il décida de se lancer dans les affaires. Il s'associa avec Alexandre de Ventaux et de Guesclin, son beau-frère, tous deux anciens émigrés, et il avança sur ses propres deniers des fonds énormes dans des affaires d'huile et de fournitures aux armées. Il perdit tout et se retrouva pratiquement ruiné. En mars 1813, il ne lui restait plus un sou de sa fortune et il avait accumulé les dettes. Lui qui avait eu château, hôtel, équipage, qui avait toujours été très généreux avec ses amis et tous ceux qui le sollicitaient, vivait maintenant emmeublé dans un immeuble sordide de la capitale, abandonné par ses amis, mais toujours harcelé par ses innombrables créanciers. Il touchait presque le fond, mais une fois encore, il sut rebondir. Afin de redorer son blason et surtout de regarnir son escarcelle, il demanda sa main à une fille très riche. Mais le père refusa la demande, le considérant comme trop aventuré et cervelé. Alors, de nouveau, il se tourna vers Napoléon. Nous étions en 1814, et l'Empire n'était pas dans un état éblouissant. Loin de là, l'Europe, de l'Angleterre à la Russie, s'alliait contre Napoléon et entendait s'en débarrasser au plus vite. Maubreuil persistait dans sa rancune envers lui. Mais il était touché par les désastres de son pays, et il voulut donner à l'empereur
une dernière preuve de son dévouement. En février, il lui offrit son épée et lui déclara qu'il était prêt à lever en Bretagne 2 escadrons de cavalerie à ses frais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette proposition généreuse ne fut guère prise au sérieux, venant d'un homme littéralement assiégé par ses créanciers. Le ministre de la guerre ne prit même pas la peine de lui répondre. Cette attitude fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Maubreuil, au lieu de s'en prendre à lui-même, n'avait-il pas dilapidé sa fortune en raison de son inconstance, de sa prodigalité et enfin de sa totale incapacité dans le domaine des affaires, se révolta contre la soi-disant ingratitude humaine et accusa désormais de ses nombreux malheurs les Bonaparte, tous les Bonaparte, Jérôme, Joseph, l'éphémère roi d'Espagne pour lequel il s'était battu, Lucien et surtout le premier de la fratrie, Napoléon, l'empereur. Tandis que Maubreuil ruminait sa rancœur, M. de Talleyrand avait commencé à se détacher peu à peu de Napoléon après la retraite de Russie, tout en restant son conseiller. L'empereur, de son côté, bien que reconnaissant beaucoup d'esprit et d'habileté politique à l'ancien évêque d'Autun, qui fut son ministre des Relations extérieures, pensait que c'était un homme d'intrigue, d'une grande immoralité, qui ne songeait qu'à ses propres intérêts et était toujours en état de trahison. On prête à Napoléon ce mot célèbre sur Talleyrand à l'issue d'un conseil des ministres restreint en janvier 1809. « Monsieur, vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi, vous ne croyez pas à Dieu, vous avez manqué à tous vos devoirs, vous avez trompé, trahi tout le monde. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. » En fait, depuis la retraite de Russie, les relations entre les deux hommes sont souvent orageuses. Et s'étaient fortement détériorées. Talleyrand ne croyait plus en Napoléon. Il était de plus en plus persuadé qu'il allait finir par s'effondrer et qu'il risquait d'entraîner la France dans sa chute. Le 20 mars 1814, il écrit à sa grande amie, la duchesse de Courlande: « Maintenant, le dénouement ne peut se faire attendre, mais quel sera-t-il ? On parlait aujourd'hui d'une conspiration contre l'empereur, et l'on nommait des généraux parmi les conjurés, tout cela vaguement. Si l'empereur était tué, sa mort assurerait les droits de son fils, aujourd'hui aussi compromis que les siens. Tant qu'il vit, tout reste incertain, et il n'est donné à personne de prévoir ce qui arriverait. L'empereur mort, la régence satisferait tout le monde, parce qu'on nommerait un conseil qui plairait à toutes les opinions et comprendrait des mesures pour que les frères de l'empereur n'eussent aucune influence sur les affaires du pays. L'empereur mort. Dès le mois de mars, Talleyrand envisagea sérieusement cette hypothèse et cette idée commença à lui trotter dans la tête. Le 28 mars 1814, alors que les Alliés menaçaient la capitale, il exécuta une habile manœuvre pour rester à Paris et de surcroît en maître. Il négocia la capitulation du maréchal Marmont, qui dirigeait la défense de la ville, et le 31 mars, il dévoila son 18 Brumaire à l'envers, alors que les Alliés entraient à Paris. Le 3 avril, il devint président d'un gouvernement provisoire, formé presque exclusivement de bonapartistes qui avaient retourné leur veste et se déclaraient favorables au retour du roi. En quelques jours,
il parvint à se muer en partisan farouche du retour des Bourbons, qu'il n'aimait pourtant guère. Mais il était désormais persuadé que sans les Bourbons, la France serait vouée à l'asservissement ou au dépeçage. Il accueillit avec faste le roi de Prusse et le tsar Alexandre dans son hôtel particulier, rue Saint-Florentin, et le tsar logea même au premier étage. Au-dessous de lui, à l'étage inférieur, Talleyrand avait installé le siège de son gouvernement provisoire. Il plaide aussitôt auprès des deux souverains en ces termes. La République est une impossibilité. La Régence, Bernadotte sont une intrigue. Les Bourbons seuls sont un principe. Mais l'empereur, alors à Fontainebleau, disposait encore de forces extrêmement importantes. On sut qu'il s'apprêtait même à reprendre l'offensive. Les milieux royalistes se montrèrent épouvantés, et Talleyrand lui-même commença à s'inquiéter. C'est alors qu'entra en jeu le marquis de Maubreuil. Si les malheurs de la France l'affectaient, certainement, il se réjouissait que les Bonaparte qu'il jugeait responsables de tous ces déboires se trouvaient dans une situation critique. Par ailleurs, Maubreuil était un pragmatique et un fonceur, toujours prêt à rebondir. Dès qu'il avait senti tourner le vent, il avait manifesté de façon spectaculaire sa satisfaction, et s'était fait remarquer sur les grands boulevards par ses cris en faveur des Bourbons. Il ne tenait plus en place. Il arbora ostensiblement la cocarde blanche. Il monta sur la colonne de la place Vendôme, jusque sur la plateforme supérieure, essaya de déboulonner la statue de Napoléon qui surmontait la colonne, sans y parvenir. Il déposa alors à ses pieds 20 pièces d'or pour la faire abattre à force de bras et de cordages. En vain. Les boulons tenaient si bien en place qu'il s'avéra impossible de l'arracher de son socle à dévisser. On alla alors chercher des chevaux auxquels on attacha des cordes. Mais on eut beau fouetter les pauvres bêtes, la statue tint bon. Napoléon résistait, comme il résistera pendant plusieurs jours aux assauts de ses maréchaux qui le pressaient à signer son abdication. Un peu plus tard, Maubreuil attacha sa croix de la Légion d'honneur à la queue de son cheval et se promena ainsi dans tout Paris, suscitant l'enthousiasme des royalistes les plus ultras, mais choquant les modérés qui pensaient qu'il dépassait les bornes. Mais il ne s'agissait surtout pas de calmer la saine exaltation du fougueux vendéen. Bien au contraire. Pour alimenter cet élan, on lui prodigua toutes sortes de félicitations. Il reçut une ovation des officiers russes et prussiens. Le général Platov et son aide de camp, le baron de Bouche, lui serrèrent affectueusement la main. Maubreuil buvait du petit lait. On voulut même le présenter au tsar Alexandre, mais celui-ci avait sans doute d'autres priorités. On l'entraîna dans les comités royalistes, dont celui de la rue Taitbout, que dirigeait depuis quelques jours son ancien associé, Alexandre de Ventaux. Il fut invité à l'hôtel de M. Pelletier de Morfontaine, rendez-vous général des royalistes. On y voyait défiler toutes les grandes personnalités royalistes, Montmorency, La Rochefoucauld, le baron de Vitrolles, le duc de Lévis, l'évêque de Mérinville, des chefs des Chouans, Piquet de Boisguy, Coesbouc, des marquis, des comtes, des chevaliers de Saint-Louis, du Saint-Esprit et des chevaliers d'industrie. La première des choses qu'il vit en entrant, c'est un homme monté sur une table qui lisait les pouvoirs qu'il tenait des Bourbons, Monsieur le comte de Sémalais. Ces pouvoirs étaient signés par le comte d'Artois,
et enjoignait à tous les Bourboniens à se conformer à ses instructions et à ses ordres. Dès l'entrée de Maubreuil, Vantaux, s'adressant à Sémalé, lui désigna le nouveau venu. « Voilà, lui dit-il, le fameux de Maubreuil, le héros de la journée. » Durant ces quelques jours un peu fous, du 28 mars au 4 avril, on joua en quelque sorte un grand drame vaudeville où, il faut bien le dire, nul ne brilla dans son rôle, et les femmes pas mieux que les hommes. Je pense notamment à la comtesse de Sémalé se traînant au pied des chevaux du tsar Alexandre pour demander « Ces chers Bourbons !» Quant à M. de Maubreuil, on ne l'avait pas enthousiasmé gratuitement. Le moment était venu d'utiliser au mieux son exaltation. Pour la suite de mon récit, je me réfère notamment à des pièces officielles, à savoir le rapport de messieurs Touré et Brière de Valigny, substitut du procureur impérial, daté du 31 mai 1815. En rentrant à son domicile, en début de soirée, ce 3 avril 1814, éreinté mais heureux comme un gosse qui se serait défoulé dans la cour de récréation après un cours épuisant de calcul, Maubreuil découvre dans sa boîte aux lettres des missives de Roux-Laborie, l'invitant à se rendre d'urgence rue Saint-Florentin chez le prince Talleyrand. Antoine Anastase Roux de Laborie, ancien avocat et professeur pendant la Révolution, ardent défenseur de la monarchie, secrétaire au ministère des Affaires étrangères peu avant le 10 août 1792, s'était lié avec Talleyrand et il était devenu depuis quelques mois son homme de confiance, pour ne pas dire son éminence grise. C'est pourquoi le prince l'avait nommé tout naturellement secrétaire adjoint du gouvernement provisoire. Maubreuil le connaissait bien, il l'avait rencontré au comité royaliste, et il entretenait même avec lui des relations amicales. Il se rendit aussitôt rue Saint-Florentin, trop heureux de saisir cette occasion pour peut-être rétablir sa fortune en acceptant une mission. Par ailleurs, il était très fier de songer que l'on avait pensé à lui. Il faut dire qu'il a fait tout son possible pour se faire remarquer. Et il fallait donc ne pas manquer, ne pas se manquer et décevoir ceux qui le sollicitaient. À ce propos, on peut se demander pourquoi on avait pensé à lui. Vraisemblablement parce qu'on le voyait beaucoup rue Saint-Florentin dans les milieux ultra-royalistes, que sa conduite place Vendôme était connue et qu'on le savait pratiquement ruiné. Et il était donc prêt à tout. C'était en quelque sorte l'aventurier idéal à qui l'on pouvait demander n'importe quoi. L'homme qui pourrait sans doute concrétiser, à moindre frais, cette idée qui devenait presque une obsession pour beaucoup, éliminer Napoléon. Maubreuil n'imagine nullement ce que l'on attendait de lui en entrant dans l'hôtel particulier de Talleyrand, mais il est persuadé, en se faisant annoncer auprès de Roux-Laborie, que la chance allait enfin lui sourire. Voici ce qu'il rapporte dans ses mémoires. Il me fait asseoir et me demande s'il pouvait compter sur moi. Je lui répondis qu'il ne pouvait en douter et lui demandai ce dont il était question. Chose étrange, Roux-Laborie ne se confie pas immédiatement, se contentant de lui dire que c'était une mission d'une grande importance. Puis il lui lance à brûle-pourpoint « Avez-vous mangé ?» « Non, répondit Maubreuil, je n'ai pas mangé depuis le matin, j'ai couru toute la journée. » « Eh bien, allez prendre un bouillon.
J'ai donné ma parole d'honneur de ne vous rien dire sans cela. Laissons là le bouillon et dites ce que vous voulez de moi. Non, j'ai donné ma parole. Partez, allez prendre ce bouillon. Et dans 1 heure 5 minutes, 1 heure 10 au plus tard, soyez ici. Songez que j'attends de vous un grand dévouement. J'en ai répondu au prince, et j'ose croire ne pas m'être trompé. Vous savez, mon cher Laborie, que le but unique de toutes mes actions et de toutes mes peines est de reprendre la place que j'étais fait pour occuper dans le monde avant la Révolution. Né fils unique, avec une grande fortune, je ne vois pas sans douleur mon nom et mon existence, pour ainsi dire, anéantis. Faites tout pour qu'au péril de ma vie, 10 fois s'il le faut, j'atteigne le but que je me suis toujours proposé. C'est très bien, mais partez sur le champ, vous dis-je. Revenez dans 1 heure, 1 heure 10. Je ne vous écoute plus. Il faut que je vous quitte. Allez, partez. Maubreuil, un peu décontenancé, sort alors et va prendre un bouillon au restaurant de riches sur le boulevard, et retourne chez Talleyrand 1 heure après à 8 heures. Cette fois-ci, Roux-Laborie prend un ton grave, presque solennel, lui disant de l'écouter sans l'interrompre. Maubreuil acquiesce, de plus en plus intrigué. Vous êtes un homme d'un grand courage et d'un grand caractère, lui dit-il. Vous avez une grande ambition. Elle sera satisfaite par-delà vos désirs si vous réussissez. Et il lui promit, ce soir-là, tout ce qu'il voudrait. Être duc, gouverneur d'une province, avoir 200 000 livres de rente, etc., etc. Maubreuil est stupéfait. Laborie semble vouloir faire durer le plaisir. Après un temps de silence qui semble une éternité à Maubreuil, il reprend la parole. Il est question de tuer Napoléon. Il faut 100 hommes pour cela. On vous donnera argent, chevaux, tout ce que vous demanderez. Lui mort, la France, l'armée, tout est à nous. Voyant la perplexité du comte, il reprit. Est-ce que vous manqueriez de courage et de résolution, mon ami? Voyons, parlez. S'il s'agissait d'assassinat, répondit Maubreuil, je ne puis vous convenir. Sans doute ce n'est pas là ce que vous voulez me proposer. Laborie l'interrompt alors brusquement. Tout cela vous regarde. Faites comme vous voudrez. Débarrassez-nous-en. Mais dépêchez-vous. Rendez-vous au quartier général. Il doit y avoir une grande bataille. Que ce soit avant, pendant ou après, peu importe. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'en être débarrassé. S'il faut en croire Maubreuil, il aurait commencé par dire que s'il était question de tuer Napoléon en se battant dans une bataille, il le ferait, mais que, comme tout galant homme, il ne pourrait se déterminer à l'assassiner. On ignore ce que répondit Laborie, mais ce qui est sûr, c'est que après un temps de réflexion, c'est que Maubreuil déclare 100 hommes sont beaucoup trop. Il ne m'en faut que 12 dont je sois sûr. Il faut que tous les hommes soient revêtus d'uniforme de la garde et trouver 12 chevaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, pour un galant homme qui avait 5 minutes auparavant répudié l'assassinat, c'était bien vite entré dans les vues du secrétaire adjoint du gouvernement provisoire. Vous aurez tout ce que vous voulez, lui dit Laborie. Au cours de cette conversation, les regards significatifs de Laborie sur la porte entr'ouverte d'une pièce voisine attirèrent ceux de Maubreuil dans cette direction.
il aperçut alors le prince Talleyrand, censé se trouver au Sénat, épiant le résultat de leur entretien. En sortant de l'hôtel, Maubreuil était un peu abasourdi. Il avait peine à concevoir la lâcheté qu'on lui proposait. Cette mission singulière l'écrasait. Mais la refuser, ce n'était pas sauver l'empereur. On n'eût trouvé dans les rangs royalistes plus d'un homme déterminé qui l'aurait accepté. C'était en revanche se mettre à dos le prince Talleyrand, l'homme fort du moment. Sans doute ne lui aurait-il pas pardonné un refus. C'est donc un homme tourmenté qui rentre chez lui, à pied, au petit matin, après cette journée folle. Dès le lendemain, le 4 avril, il commence à recruter ceux dont il fera ses complices et retrouve Roux-Laborie. Il rapportera dans ses mémoires que le prince Talleyrand, au dire de son secrétaire, avait été enchanté de la manière d'être et que, si je voulais, il me signerait toutes les promesses d'avancement que je voudrais et que je lui serais prochainement présentées. Ce même jour, Napoléon, de plus en plus pressé par ses maréchaux, abdiquait en faveur de son fils. Aussitôt, les maréchaux partaient pour Paris pour apporter la nouvelle de l'abdication au tsar Alexandre. Conduits auprès de lui, ils plaidèrent avec énergie la cause du roi de Rome. Alexandre se montrait hésitant entre le fils de Napoléon, petit-fils de l'empereur d'Autriche, et les Bourbons. Talleyrand fut très vite informé de ces négociations, d'autant plus qu'elles se déroulaient au-dessus de sa tête. Au cours de celle-ci, la nouvelle de la défection de Marmont, avec toutes ses troupes qui venaient de passer dans les lignes alliées, décida Alexandre de choisir les Bourbons. Dès lors, Napoléon devait abdiquer sans condition. Le 5 avril, le maréchal Ney écrivait à Talleyrand: L'empereur, convaincu de la position critique de la France et de l'impossibilité où il se trouve de la sauver, a paru se résigner et consentir à l'abdication entière et sans aucune restriction. C'est demain matin que j'espère qu'il me remettra l'acte formel et authentique. C'est en effet le 6 avril que Napoléon jette l'éponge. Il signe une abdication inconditionnelle. Puis, le 11, le traité de Fontainebleau. Mais il conserve son titre d'empereur et reçoit en pleine souveraineté l'île d'Elbe, ainsi qu'une rente de 2 millions de francs du gouvernement français. Maubreuil, qui avait recruté tous ses hommes de main, était prêt alors à galoper jusqu'à Fontainebleau pour assassiner Napoléon. Mais ce n'était plus nécessaire. L'abdication de l'empereur rendait inutile tout attentat. En fait, on n'avait plus besoin du Vendéen. Toutefois, Roux-Laborie crut utile de le tenir en réserve, au cas où, tout en lui précisant que de toute façon, un homme dévoué comme lui ne pouvait manquer d'être récompensé. Le 12 avril, le comte d'Artois entrait dans Paris. Le 16, il constituait un gouvernement au nom de son frère Louis XVIII. Les récompenses se mirent à pleuvoir sur les royalistes. Mais Maubreuil, l'homme qui devait assassiner Napoléon, resta sur le bord du chemin. On lui avait parlé de titres, d'honneur, de fortune, de reconnaissance. Toutes ces promesses allaient assurément être tenues. Or, il n'en fut rien, et le malheureux Maubreuil se trouve Grosjean comme devant. Il n'avait jamais été considéré que comme un simple homme de main, l'un de ces aventuriers si utiles en temps de révolution ou de bouleversement politique, mais si compromettants lorsqu'on revenait à des temps plus paisibles. Maubreuil, rongeant ses freins,
une fois encore déçu dans ses espérances, dut se contenter de retrouver chez son ancien associé Vantaux le petit monde des plus ultras des royalistes en liesse, et se résoudre à quémander, sans se lasser, quelques petits postes ou une mission quelconque. La Restauration, dont le point d'orgue fut l'entrée solennelle de Louis XVIII à Paris le 3 mai, et la composition de son premier ministère, le 9, ne se fit pas sans difficulté. Il est évident que le remplacement d'une dynastie par une autre allait poser, pendant quelques mois, d'inextricables problèmes, à commencer par celui de la famille impériale. Si le traité de Fontainebleau, comme on l'a vu précédemment, stipule que Napoléon renonçait au trône de France et d'Italie, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille, il stipulait également que la sécurité de la mère, des frères, des sœurs et de la belle famille de l'empereur devait être assurée par le nouveau pouvoir, en plus d'une rente substantielle accordée à chacun. Et voici que sur les routes de France et de Navarre, des carrosses commencèrent à rouler, à petite étape, vers les frontières, emportant les diverses altesses impériales et les fonds qu'elles avaient pu sauver du désastre. Ce jour-là, une suite de 6 lourdes berlines chargées de bagages roulait sans hâte en direction de la frontière. Dans l'une de ces voitures, une jeune femme, bien en chair et au visage agréable, saluée par la portière, les curieux qui se demandaient qui pouvaient bien être ces gens, et comme dans les temps qui couraient, il valait mieux être bien avec tout le monde, il leur faisait de grands signes amicaux de la main. La jeune femme en question n'était autre que la princesse Catherine de Rothenberg, l'épouse de Jérôme Bonaparte. Avant de quitter la capitale, elle avait vendu ses voitures et ses chevaux et entassé dans ses berlines 12 caisses renfermant ses objets précieux, ses bijoux et son or. Malgré l'insécurité qui régnait dans le pays, en cette période de transition politique, elle se croyait en sécurité, d'autant plus qu'elle voyageait munie de sauf-conduits signés par son propre cousin, le tsar Alexandre. Arrivée à Montereau, dans la nuit du 19 au 20 avril, elle ne trouva pas de chevaux de rechange au relais, et elle dut les attendre toute une journée dans une auberge. Vers 18 heures, elle put se remettre en route, et pour rattraper le temps perdu, elle s'était résolue à voyager de nuit. Le 21 au matin, vers 7 heures, elle arrivait au relais situé dans le village de Fossard. Tout à coup, un détachement de cavalerie barre la route. 2 officiers s'approchent de la voiture où se trouvait la reine, le premier en uniforme de la garde nationale, le second en uniforme de colonel des hussards avec un magnifique gilet bleu garni d'argent et arborant 2 décorations, dont une rouge, vraisemblablement la Légion d'honneur. Sur la tête, il porte un tricorne orné d'une cocarde blanche. Il est grand et mince, paraissant environ 30 ans. « Je suis chargé, madame, lui dit-il, de saisir vos bagages et de les ramener à Paris. Vous êtes soupçonné d'avoir enlevé les diamants de la couronne. » Sursaut de la reine, qui proteste de son innocence et lui tend ses passeports et sauf-conduits en assurant qu'elle voyage sous la protection du tsar Alexandre. Le colonel ne prend pas la peine de les regarder, lui demande de descendre de la voiture et ordonne à ses hommes de décharger les bagages. Catherine est livide, puis son visage s'empourpre. Elle ne cache pas son indignation et laisse éclater sa colère, tout en dévisageant l'officier. C'est curieux, mais elle a l'impression de le connaître. Puis tout à coup, elle le reconnaît.
Mais oui, c'est lui, son ancien écuyer à la cour de Cassel, l'amant de Blanche, l'auteur de l'épître. Mais je vous reconnais, monsieur, s'écrie-t-elle, vous êtes le comte de Maubreuil. Celui-ci ne tente pas de nier et lui déclare d'un ton hautain qu'il ne fait que remplir une fonction dont le nouveau gouvernement l'a chargé. Catherine le toise alors avec mépris et lui lance: quand on a mangé le pain des gens, on ne se charge pas d'une telle mission. Maubreuil semble gêné et s'efforce de se dédouaner. Catherine alors change de ton et des sanglots dans la voix lui rappellent de vieux souvenirs communs à la cour de Cassel. Puis elle lui dit qu'elle ne pourra achever son voyage si elle ne dispose pas de quelques fonds. Grand seigneur, Maubreuil détache alors sa ceinture et la tend à la reine. Voici, dit-il, 100 Napoléons. C'est ma propriété personnelle. Je vous les remets. C'est tout ce que je possède sur moi. Il salue ensuite Catherine et repart avec les malles contenant les bijoux et les objets d'or. La reine de Westphalie le regarde s'éloigner d'un air consterné. Elle constatera plus tard que les 100 Napoléons annoncés ne sont en fait que 40. Quelques jours plus tard, le tsar Alexandre se plaint avec véhémence auprès du baron de Vitrolles, secrétaire des conseils du roi, de l'inqualifiable attentat et du vol considérable dont a été victime sa cousine Catherine. Vitrolles diligente aussitôt une enquête qui conclut que cette affaire était due à l'initiative purement personnelle de Maubreuil, bien que celui-ci jurait ses grands dieux qu'il avait agi suivant des ordres officiels. D'ailleurs, n'avait-il pas porté lui-même une grande partie des bijoux de Catherine aux Tuileries, chez le comte d'Artois? C'est ce qu'il rappela à Vitrolles, devant lequel il eut l'audace de se présenter le plus tranquillement du monde. On imagine l'accueil qui lui fut fait. Ne parvenant pas à contenir sa fureur, Vitrolles, indigné par une telle action, l'accabla de reproches et stigmatisa sa conduite. Maubreuil n'en fut guère troublé. Il conservait un calme olympien et rétorqua avec aplomb qu'il n'avait fait que son devoir. Il se fit même menaçant. Si, dans tout cela, on veut me compromettre, j'en compromettrai bien d'autres. Et comme Vitrolles le sommait de s'expliquer, il lui dévoila la mission que lui avait confiée M. Roux-Laborie au nom de Talleyrand le 3 avril, à savoir l'assassinat de Napoléon. Tous ces propos ne firent qu'attiser un peu plus encore la colère de Vitrolles. Maubreuil se retrouva à la préfecture de police en comparution immédiate, comme l'on dirait aujourd'hui. Comme on lui demandait ce qu'étaient devenus les bijoux les plus précieux qui, eux, ne se trouvaient pas aux Tuileries, parmi les caisses qu'il avait fait déposer, il s'écria avec emphase: « Vous cherchez les diamants de la reine de Westphalie? Ôtez à M. de Vitrolles son habit de ministre, vous les trouverez dessous. » Ces accusations firent scandale, et Maubreuil fut incarcéré sans ménagement. On retrouvera quelque temps plus tard les fameux bijoux enfouis sur les rives de la Seine. La situation était critique pour Maubreuil. Mais le retour de Napoléon de l'île d'Elbe en mars 1815 allait provisoirement le sauver. Avant de céder la place, les autorités royalistes libérèrent les prisonniers trop compromis contre l'empereur. Mais, dès la seconde Restauration, Maubreuil est arrêté de nouveau comme un vulgaire malandrin, enfermé à la force en juin 1816 et tenu au secret pendant 270 jours avant de comparaître devant la justice. Il se présente alors en habit bleu,
pantalon noir, gilet blanc, cravate noire. Grand et mince, ses traits ont quelque chose de dur au premier aspect, mais on voit sur sa figure ce je ne sais quoi qui subjugue. Sous sa profonde pâleur, il est impossible de ne pas saisir l'empreinte de noblesse, de fierté et de distinction. Peut-on lire dans un journal qui ne lui était pourtant pas favorable? Il semble très remonté. Il refuse de s'expliquer devant ses juges, dont Jacques Dufour, qui l'interroge. « Vous m'avez fait lier, mettre les fers aux mains, traîner devant vous par vos gendarmes. Monsieur Dufour, je vous récuse pour mon juge, je vous récuse. » Et comme il est de plus en plus excité, les violences redoublent contre lui. On lui presse un mouchoir sur la bouche pour l'empêcher de crier sa vérité. Mais il parvient néanmoins à lancer « J'ai sauvé la vie à Napoléon, voilà mon grand crime !» Il est évacué sans ménagement de la salle du tribunal qui, le 22 avril, se déclare incompétent et refuse de juger ce que l'on appelle désormais l'affaire Maubreuil. Des mois passèrent, de nouveaux juges, de nouveaux tribunaux, de nouvelles prisons pour le trop fougueux Maubreuil qui passe de la plus vive excitation à l'abattement le plus extrême et même à une tentative de suicide dans un moment de désespoir. Sauvé à temps, contre son gré, il écrit une longue lettre virulente depuis son lit d'hôpital adressée à Louis XVIII et qui commence ainsi. « Sire, la détestable lâcheté, la bassesse indigne avec lesquelles votre Majesté a fait attenter sur ma personne par les scélérats dont je suis la victime n'ont rien de comparable. Cette infamie d'ingratitude dont se couvre en ce moment votre Majesté me décide à abjurer sa cause fatale aux miens, cause fatale à tous ceux qui la servent avec honneur et fidélité. » Après bien des rebondissements rocambolesques, il sera finalement condamné par la cour de Douai à 5 années d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de ses droits pour vol de diamants. En fait, ce jugement fut rendu par défaut, car le prisonnier avait pris la poudre d'escampette quelques mois auparavant. Profitant d'un manque de vigilance de ses gardiens, il s'était évadé de la tour Notre-Dame, où il avait été finalement enfermé, et avait gagné l'Angleterre. Décidément, ce Maubreuil était un drôle de bonhomme, qui parvenait toujours à se sortir d'un mauvais pas avec panache. À Londres, il accumule déclarations et libelles. Il se déclare maintenant bonapartiste et affirme haut et fort qu'il n'avait accepté la mission de Talleyrand que pour sauver l'empereur, reprenant son argument de défense devant la justice. Désormais, il se mobilisa corps et âme au service de la cause napoléonienne. Il fit des pieds et des mains pour obtenir l'autorisation de se rendre à Sainte-Hélène. Mais Lord Bathurst, ministre des colonies, ne daigna même pas lui répondre. Ne pouvant plus supporter les privations que lui imposait la modicité de ses ressources, il finit par prendre l'audacieuse résolution de rentrer en France pour essayer d'abord de récupérer quelques parcelles de sa fortune qui auraient échappé à ses spoliateurs. Mais à Paris, ce sont les portes de la conciergerie qui s'ouvrirent toutes grandes pour lui. Le comte, aigri par tant de persécutions, refusa dédaigneusement toutes les offres. Le gouvernement, par l'intermédiaire de M. de Franchet, directeur général de la police, lui propose une pension qu'il finira pourtant par accepter. Quelque temps plus tard, il était libéré et conduit en Belgique. Ce n'était pas très glorieux, mais ne s'en sortait pas si mal. Quand on sait que Louis XVIII avait plus d'une fois regretté qu'on n'eût pas suivi le conseil du tsar Alexandre, qu'on le fusille. Tout est perdu, fort l'honneur.
pouvait lancer fièrement Maubreuil. Dans les mois qui suivirent, il s'attacha à prouver que tous ces maux venaient de la non-exécution de sa fameuse mission du 3 avril. Après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821, Maubreuil plaida avec détermination dans toute l'Europe la cause de Napoléon II, qu'il nommait comme son souverain. Celui-ci se trouvait en Autriche, auprès de son grand-père, l'empereur d'Autriche, François Ier, et portait le titre de duc de Reichstadt. Dans ce but, Maubreuil demanda à être reçu par le prince Metternich, le tout-puissant chancelier et ministre des Affaires étrangères d'Autriche. Il plaida chaleureusement la cause de Napoléon II et tenta de démontrer au prince que le traité de Fontainebleau ayant été violé, l'abdication de Napoléon était annulée et que la famille Bonaparte était juridiquement rentrée dans ses droits. Il ajouta même qu'il était disposé à tout sacrifier pour le triomphe de cette cause, mais il sollicitait la protection de l'Autriche. Metternich lui en donna l'assurance en ajoutant « Oh, si Napoléon avait connu toute cette affaire dans les 100 jours, il en aurait tiré un bien grand parti. »« Et j'aurais fait tout pour lui, dit Maubreuil, car j'ai trouvé tant de mauvaise foi, tant d'ingratitude chez les Bourbons. Ils m'ont fait tant de mal que j'ai abjuré publiquement leur cause et que, publiquement aussi, je me suis voué à la famille Bonaparte. » L'entretien dura près de 2 heures, sur un ton très cordial. Il est rapporté par Maubreuil dans ses mémoires, mais il n'existe pas à ma connaissance d'autres témoignages de cette rencontre un tantinet surréaliste. En revanche, malgré ses multiples tentatives, Maubreuil ne réussira pas à rencontrer l'Aiglon, comme il le souhaitait, et il rentra à Paris sous la protection du comte d'Apponyi, ambassadeur d'Autriche. Il était plutôt satisfait, mais sans plus. Il avait appris à se méfier des promesses, et comme il était un tantinet rancunier, il pensait toujours à Talleyrand, ce diable d'homme qui était la cause de tous ses malheurs. Il était devenu pour lui une véritable obsession, et il proclamait partout que sa vengeance serait éclatante. Il tint sa promesse 12 ans plus tard, et le 20 janvier 1827, ce fut le formidable soufflet que nous évoquions au début de notre rencontre. Le vieux prince Talleyrand se montra fort généreux avec lui après son agression. Il écrivit au procureur général qu'il ne poursuivait pas Maubreuil en justice. Noble attitude, me direz-vous, mais je pense personnellement qu'il ne tenait surtout pas qu'un procès vînt rappeler certains épisodes de sa vie dont il n'avait pas trop lieu d'être fier. Maubreuil, condamné à 5 ans de prison, ne sera incarcéré que quelques mois. Comme en France, il est bien connu que l'esprit ne perd jamais ses droits, une brochure satirique commença à circuler, d'abord à Paris, puis un peu partout dans le pays. Elle était intitulée « De l'indifférence du prince en matière de soufflet », par allusion à l'ouvrage de Lamennais, Essai sur l'indifférence en matière de religion. Maubreuil retrouva donc la liberté, mais il continua à vivre dans un état proche de l'indigence. M. d'Apponyi lui assura cependant qu'il allait lui accorder une pension de 12 000 francs. La révolution de 1830 coupa court à cette négociation. Lors de ces fameuses journées, dites des Trois Glorieuses, Maubreuil habitait la maison de santé Cartier, boulevard Poissonnière, entouré d'amis dévoués, intrépides bonapartistes, et il ne voulait pas rester inactif. Un projet lui trottait dans la tête.
mais il ne voulait pas le mettre à exécution sans l'assentiment du comte d'Apponyi. Son projet était de proclamer Napoléon II dans tout Paris. Au moment où la confusion était générale, sa proclamation, à la tête d'une centaine d'hommes, aurait eu sans doute un certain retentissement et aurait pu ranimer l'enthousiasme du peuple et relever le prestige attaché au nom de Napoléon. La réponse d'Apponyi fut une exhortation à ne rien faire et à attendre la suite des événements. Maubreuil recula par crainte de la réaction de l'Autriche. 3 ans après l'épisode tragicomique du Soufflet, la Révolution de 1830 consacra en fait la division des monarchistes entre deux clans, légitimistes et orléanistes, et Louis-Philippe devint roi des Français. Maubreuil refusa de suivre l'exemple du comte Bertrand en fléchissant les genoux devant le nouveau roi. Il préféra quitter la France et parcourir l'Europe. Grâce sans doute à des voix éloquentes qui soulignaient son courage, son caractère bien trempé et son patriotisme, chose assez incroyable, il parvint pourtant à obtenir une pension par le nouveau souverain. Monsieur le comte de Guéry-Maubreuil, marquis d'Orvaux, était décidément un homme étonnant. Il parvint à survivre à tous les orages, resta noble toujours et brava le temps comme il avait bravé les hommes. À l'âge de 82 ans, le vieux célibataire endurci, qui aimait trop les femmes pour s'attacher à une seule, épousa une luxembourgeoise de 36 ans, Catherine Schumacher, qui préférait se faire appeler mademoiselle Labruyère. Fille d'un cocher de fiacre, elle avait quitté ses parents à l'âge de 15 ans, sans un sou, s'était enrichie, on ne sait pas précisément par quel moyen, et était millionnaire en or. On sait, par des documents incontestables, que mademoiselle Labruyère avait exigé d'un certain monsieur des Isnard-Suse la bagatelle de 7500 francs pour entrer dans son lit. Je ne voudrais pas être malveillant avec elle, mais voyez-vous, je comprends qu'elle ait fait fortune. Maubreuil était marquis, elle était millionnaire. Elle devint marquise, il bénéficia d'1 million. Mais il déchanta vite. Au bout de 3 mois, elle le chassa de chez elle. Dépité, il jura à ses grands dieux qu'on ne l'y prendrait plus. Chose encore plus incroyable que la modeste pension qu'il avait autrefois obtenue de Louis-Philippe, Napoléon III continua de verser cette pension revalorisée qui devait pourtant, un jour d'avril 1815, revaloriser à l'homme qui devait pourtant, un jour d'avril 1814, tuer le premier Napoléon. Le comte de Maubreuil mourut en 1869. Les honneurs militaires lui furent rendus, non pas parce qu'il avait failli tuer Napoléon, mais parce qu'il était chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie.